Mon nom est Cora Thomas, et j'ai 28 ans. Il y a 6 ans, j'ai signé des papiers pour m'engager dans l'armée au lieu de remplir des dossiers d'inscription pour l'université, non pas parce que je voulais servir, mais parce que mes parents ont donné l'intégralité de ma part de $200 000 du fonds universitaire à ma jeune sœur. Tu te débrouilleras, ont-ils dit. Tu le fais toujours. Cette simple phrase, désinvolte, méprisante, m'a envoyé au camp d'entraînement pendant que Madison s'installait dans une chambre de dortoir d'une université privée. J'ai passé 6 ans à servir mon pays pour gagner ce qu'elle a reçu sur un plateau d'argent. J'ai travaillé de nuit, remboursé mes prêts étudiants dollar par dollar, et construit une vie sans leur aide. Pendant ce temps, il publiait fièrement les réussites de Madison, sans jamais me mentionner. Mais lors de la fête de remise de son diplôme de MBA, devant 150 invités, ma grand-mère de 82 ans s'est levée et a prononcé 5 mots qui ont tout changé, « Je porte plainte contre vous ». Avant de vous raconter la suite, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous touche vraiment, et laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et votre heure locale. Je les lis tous, un par un. Voici comment une trahison de $400 000 a été révélée de la manière la plus publique qui soit. Le favoritisme n'a pas commencé avec le fonds universitaire. Il a débuté quand j'avais 12 ans et Madison, 9. Je me souviens d'avoir ramené mon bulletin scolaire. Que des A, comme d'habitude. Ma mère y a jeté un coup d'œil en pliant le linge. Bon travail. On savait que tu en étais capable. C'est tout. Aucune célébration, aucune reconnaissance au-delà de ces quelques mots. La semaine suivante, Madison a eu un B+ en maths. Mes parents l'ont emmené dans son restaurant préféré et ont passé tout le dîner à louer ses efforts. Nous sommes si fiers de toi pour avoir travaillé si dur, a dit mon père en lui ébouriffant les cheveux. Je suis resté là, à pousser des pâtes dans mon assiette, confuse. Que avais-je fait de mal? À l'âge de 16 ans, j'avais compris le schéma. Être capable signifiait être invisible. Madison avait des difficultés avec ses devoirs, alors mes parents ont engagé des tuteurs. J'ai appris par moi-même. Madison avait besoin d'aide pour ses dossiers d'inscription à l'université, alors ils ont payé un consultant. J'ai cherché des bourses seul à la bibliothèque. Pour mon 16e anniversaire, mes parents m'ont assise pour la discussion, non pas sur le permis de conduire, mais sur la responsabilité et l'importance d'économiser de l'argent. Madison a eu une voiture pour ses 16 ans 2 ans plus tard. Une Honda d'occasion, mais quand même. Madison a besoin de plus de soutien, a expliqué ma mère une fois quand j'ai demandé pourquoi les règles semblaient différentes. Tu es si mature pour ton âge. Tu comprends, n'est-ce pas? Je comprenais. Je comprenais qu'avoir besoin d'aide vous apportait de l'aide, et être forte vous faisait oublier. Ma tante Hélène l'a remarqué. Elle était la sœur aînée de mon père, et elle ne cachait pas ses opinions. Richard, tu profites de l'indépendance de Cora, lui a-t-elle dit un jour à Thanksgiving. Cette fille se noie, et tu ne le vois même pas parce qu'elle est trop fière pour demander une bouée de sauvetage. Mon père a juste haussé les épaules. Cora va bien. Elle va toujours bien. J'ai appris très tôt qu'être forte signifiait être invisible. Je ne savais juste pas encore à quel point cette invisibilité allait me coûter cher. J'avais 18 ans, à 3 mois de la fin du lycée, quand tout a basculé. J'avais été accepté à l'université d'État avec une bourse partielle, assez pour couvrir les frais de scolarité, mais pas le logement, la nourriture ou les livres. J'avais besoin du fonds universitaire que mes grands-parents avaient créé. J'en avais entendu parler toute ma vie. Papy et mamie veulent s'assurer que vous puissiez toutes les deux aller à l'université, avait toujours dit mon père. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mes parents, ma lettre d'acceptation à la main, prête à parler de logistique. Ma mère et mon père ont échangé un regard, le genre de regard qui vous serre l'estomac avant même que quelqu'un ne parle. Il faut qu'on parle du fond, a commencé ma mère, sans me regarder dans les yeux. D'accord, ai-je dit lentement. Madison va avoir besoin de plus de soutien, a dit mon père. Ses notes ne sont pas aussi bonnes que les tiennes. Elle aura besoin de la totalité de la somme pour avoir les mêmes opportunités. Les mots n'avaient pas de sens au début. Attendez, la totalité? Mais mamie l'a créé pour nous deux. C'est toujours l'argent de la famille, a dit ma mère d'un ton sec. Nous prenons la meilleure décision pour la famille dans son ensemble. Mais c'est aussi mon argent. Papy aurait voulu ou ton grand-père aurait voulu que nous fassions ce qui est juste,
m'a interrompu mon père. Tu as eu la bourse. Tu es débrouillarde. Madison en a plus besoin que toi. Je les ai regardés fixement. Donc, je n'ai rien. Tu te débrouilleras, a dit ma mère, se levant déjà pour signifier que la conversation était terminée. Tu le fais toujours. Cette phrase, ces quelques mots, ont résonné dans ma tête toute la nuit. Je n'ai pas argumenté. Je ne trouvais pas les mots. Je suis juste allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai cherché sur Google « Aide à l'éducation militaire ». 3 mois plus tard, j'étais à l'entraînement de base. Madison publiait des photos Instagram de son orientation dans son université privée, avec la légende « Tellement chanceuse d'avoir des parents qui croient en moi ». Personne n'a mentionné que cette croyance coûtait 400 000 $. Pendant que Madison choisissait la décoration de sa chambre de dortoir, j'apprenais à démonter un M16 en moins d'1 minute. Le contraste ne m'échappait pas. Chaque fois que je consultais les réseaux sociaux, ce qui n'était pas fréquent vu notre accès limité au téléphone pendant l'entraînement, je voyais des instantanés de la vie qui m'avaient été refusés. Madison au recrutement des sororités. Madison étudiant à l'étranger à Barcelone. Madison a des dîners de gala avec ses nouveaux amis de l'université. Le Facebook de mes parents est devenu un sanctuaire à ses réalisations. Si fière de notre étudiante, accompagnait chaque publication, des photos d'elle à des matchs de football, à la bibliothèque, tenant des copies d'examen avec de bonnes notes. Je leur ai envoyé des nouvelles, moi aussi. Une photo de moi terminant un parcours du combattant. Un message pour dire que j'avais survécu au premier mois d'entraînement. J'ai reçu des réponses brèves, parfois des jours plus tard. Bon travail. Fais attention à toi. Une fois, aucune réponse du tout. Ma tante Hélène était différente. Elle m'envoyait des SMS régulièrement, posait de vraies questions et se souvenait des détails de mon unité. Ta grand-mère demande constamment de tes nouvelles, m'a-t-elle écrit un jour. Elle semble inquiète, plus que d'habitude. Cela m'a paru étrange. Mamie était silencieuse depuis que j'avais rejoint l'armée. J'avais supposé qu'elle était déçue de mon choix. Ou peut-être qu'elle ne le comprenait tout simplement pas. Je l'ai appelée une fois depuis la base, lors d'un de mes rares moments de temps libre. Mamie, c'est Cora. Je voulais juste prendre des nouvelles. Il y a eu une longue pause. Est-ce que tu vas bien, ma chérie? Vraiment bien? Je vais bien. C'est dur, mais je gère. Une autre pause. Ton grand-père serait fier de ta force. Mais Cora, la force ne devrait pas signifier la lutte. Comprends-tu ce que je dis? Je ne comprenais pas. Pas vraiment. Je crois. Bien. Souviens-toi de ça. Sa voix avait une dureté que je ne lui connaissais pas. Et souviens-toi que certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, y compris les décisions familiales. L'appel s'est terminé, me laissant plus confuse qu'avant. Pendant que j'essayais de décoder ce message énigmatique, Madison choisissait sa destination pour les vacances de printemps. 6 ans plus tard, je suis rentré à la maison. Mes papiers de démobilisation étaient signés, mon sac de marin était fait, et j'avais exactement 4 mois d'économie pour comprendre la vie civile. J'avais utilisé mes avantages militaires pour terminer ma licence en ligne à l'université d'État, comme je l'avais prévu à l'origine, mais sans l'expérience universitaire dont Madison avait profité. Le premier dîner de famille à mon retour était censé être un retour au bercail, j'ai plutôt eu l'impression d'être une étrangère s'incrustant à la réunion de quelqu'un d'autre. Madison postule à des programmes de MBA, a annoncé ma mère avant même que nous ayons fini les entrées. Elle vise les meilleures écoles. Harvard, Stanford, ou Wharton. C'est super, ai-je dit, en essayant de paraître enthousiaste. Raconte-leur l'entretien que tu as eu, a incité mon père à Madison. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai écouté un compte rendu détaillé des aspirations professionnelles de Madison, son score au GMAT, ses lettres de recommandation. Quand il y a enfin eu une accalmie, j'ai mentionné que je m'étais renseigné sur des postes de chef de projet dans le secteur de la logistique. Mon père a hoché la tête vaguement. C'est bien. L'armée a dû être une sacrée expérience, a dit ma mère d'un ton qui suggérait qu'elle voulait clore rapidement ce chapitre de la conversation. Au moins, tu t'es sorti ça du système. Maintenant, tu peux te poser. Madison m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air si différente. L'armée t'a vraiment changé.
6 ans, ça a tendance à faire ça, ai-je dit doucement. Personne n'a posé de questions sur mes déploiements. Personne n'a posé de questions sur les défis de la transition vers la vie civile. Personne n'a demandé si j'allais bien. Au dessert, j'ai remarqué les nouveaux meubles dans le salon. Plus tard, en marchant vers mon ancienne chambre, j'ai vu la salle de bain rénovée. Dans l'allée se trouvait une nouvelle voiture, le cadeau de fin d'études de Madison du printemps dernier. Ils avaient eu de l'argent pour tout ça, mais pas pour un seul colis en 6 ans. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'enfant, j'ai réalisé que j'étais parti pendant 6 ans, et que je n'avais en fait manqué à personne. J'ai trouvé le groupe de soutien pour vétérans 3 semaines après mon retour, principalement parce que je ne savais pas où aller d'autre. C'est là que j'ai rencontré Jake Morrison. Il avait 30 ans, avait servi 8 ans, et avait le même air un peu perdu que je voyais dans le miroir chaque matin. Première réunion, a-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi avec un café. C'est si évident? Tu es assise sur le bord de ta chaise comme si tu avais besoin de t'échapper. J'ai fait la même chose la première fois. Il a souri. Ça devient plus facile. Ou du moins, différent. Nous avons commencé à parler après les réunions. Puis nous avons commencé à prendre un café entre les réunions. Jake comprenait des choses que je n'avais pas besoin d'expliquer, la culpabilité étrange d'être à la maison, le décalage avec les gens qui n'avaient jamais servi, la façon dont les préoccupations civiles semblaient à la fois insignifiantes et incroyablement complexes. Un soir, 6 semaines après notre rencontre, il m'a demandé pourquoi je m'étais engagé dans l'armée. Je n'avais jamais raconté toute l'histoire à personne. Mais avec Jake, tout est sorti, le fonds universitaire, le rejet désinvolte de mes parents, les 6 années à regarder ma sœur vivre la vie qui aurait dû être la mienne, du moins en partie. Jake a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Je peux te poser une question, a-t-il finalement dit. Bien sûr. Est-ce que ta grand-mère a vraiment accepté de donner tout l'argent à ta sœur? J'ai cligné des yeux. Mes parents ont dit que c'était une décision de famille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. La question est restée en suspens. J'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment confirmé avec ma grand-mère. J'avais juste accepté la version des faits de mes parents. Les gens qui disent souvent « tu es si forte », a poursuivi Jake, l'utilisent généralement comme une excuse pour ne pas te soutenir. La force ne signifie pas que tu ne mérites pas d'aide. Cela signifie juste que tu as appris à survivre sans. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pensant à l'appel téléphonique énigmatique de ma grand-mère des années auparavant. Certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il était peut-être temps de poser quelques questions. Le texto est arrivé dans le groupe de discussion familiale un mardi matin. Madison, grande nouvelle. J'ai été accepté au programme de MBA de Northwestern. Ma mère a répondu instantanément, si fière. On t'appelle ce soir pour fêter ça. Mon père, c'est notre fille. Bien sûr qu'on va aider pour les frais de scolarité. J'ai regardé mon téléphone. Bien sûr qu'ils allaient aider. Ils aidaient toujours Madison. Moi, félicitations, Madison. C'est une grande réussite. Je le pensais. C'était un bon programme. Elle avait travaillé dur pour être acceptée. Mais ensuite sont arrivés les messages suivants. Ma mère, il faudra qu'on discute des détails financiers. Le programme coûte $120 000 pour 2 ans, mais c'est un tel investissement dans l'avenir de Madison. Mon père, exactement. Un MBA ouvre des portes. Ça vaut chaque centime. Quelque chose a craqué en moi. Moi, d'où vient cet argent? Je suis encore en train de rembourser mes prêts. Les bulles de frappe sont apparues et ont disparu plusieurs fois avant que mon père ne réponde. Mon père, tes avantages militaires ont couvert tes études. L'éducation de Madison nécessite un soutien différent. C'est un investissement. Moi, mes avantages ont couvert une université d'État. Madison a eu une université privée et maintenant un MBA, tous deux financés par ce qui aurait dû être notre fonds. Ma mère, et voilà, ça recommence. Quand arrêteras-tu d'être amère? Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Madison, sérieusement, Cora, tu gâches mon moment. C'est exactement pour ça que maman et papa se concentrent sur moi. Je ne fais pas de tout un drame. J'ai lu ce message 3 fois, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine.
Moi, profite de ton programme, Madison. Je n'ai pas tapé le reste de ce que je pensais. Au lieu de ça, j'ai parcouru mes contacts et j'ai trouvé le numéro que j'évitais depuis des mois. Tante Hélène a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai besoin du numéro de grand-mère Éléanore, ai-je dit. Et je dois savoir exactement comment ce fonds universitaire a été mis en place. Il y a eu une longue pause. Il était temps, a dit tante Hélène. Je vous envoie un texto à toutes les deux tout de suite. J'ai appelé ma grand-mère ce soir-là, les mains tremblant légèrement en composant le numéro. Elle a répondu à la première sonnerie. Cora, je me demandais quand tu appellerais. Mamie, je dois te poser une question sur le fonds universitaire. J'attends cette conversation depuis 10 ans. Sa voix était calme, presque soulagée. Vas-y, ma chérie. Maman et papa ont dit que le fonds était de l'argent de la famille, que tu avais accepté de tout donner à Madison parce qu'elle en avait plus besoin. Un silence s'est étiré entre nous. Ils t'ont dit que j'avais accepté? Sa voix avait changé, devenue plate et dure. Oui. Ils ont dit que c'était une décision de famille. C'est un mensonge. Les mots étaient vifs, précis. Ton grand-père et moi avons établi cette fiducie avec des instructions explicites, 200 000 $ pour chaque petite fille, à distribuer à l'âge de 18 ans à des fins éducatives. Non négociables. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais ils ont dit. Je sais ce qu'ils ont dit. Et je ne suis pas intervenu parce que j'espérais qu'ils finiraient par faire ce qui est juste, qu'ils verraient ce qu'ils te faisaient et qu'ils corrigeraient le tir. Elle a fait une pause. J'ai eu tort d'attendre. J'aurais dû agir il y a des années. Mamie, tu es en train de dire qu'ils ont juste pris mon argent? Je dis que ton père, en tant que fiduciaire, a violé les termes de la fiducie. Et j'ai déjà contacté David Brennan, l'avocat de ton grand-père. Il enquête. Mon esprit s'emballait. Il enquête sur quoi? Tout. Les relevés bancaires, les schémas de retrait, la documentation. Cora, ce que tes parents ont fait n'était pas juste de la parentalité injuste. C'était un détournement de fonds en fiducie. C'est illégal. Je me suis assise lourdement sur mon canapé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu devais être prête à te défendre. Tu devais atteindre le point où tu remettrais en question ce qu'il te disait. Sa voix s'est adoucie. Es-tu prête maintenant? J'ai pensé aux mots de Jake, au texto de Madison, à 6 ans d'invisibilité. Oui, ai-je dit. Je suis prête. L'email de David Brennan est arrivé à 23 h ce même soir. L'objet était « Fiducie familiale Thomas, document confidentiel ». Je l'ai ouvert, mon ordinateur portable sur les genoux, j'ai Cassie à côté de moi pour un soutien moral. La première pièce jointe était le document original de la fiducie, daté de 2 ans avant ma naissance. Le langage était clair, presque douloureusement, à chaque petite fille atteignant l'âge de 18 ans, la somme de 200 000 $ sera distribuée à des fins éducatives, y compris, mais sans s'y limiter, les frais de scolarité, le logement, les livres et les dépenses connexes. La distribution sera égale entre les bénéficiaires. Égale. Le mot était souligné dans les notes de David. La deuxième pièce jointe montrait l'historique des retraits. À partir du mois où j'ai eu 18 ans, de l'argent avait été transféré hors de la fiducie. La totalité, sur des comptes au nom de Madison ou directement à son université. 400 000 $. 6 ans de transfert. Pas un seul centime pour moi. La troisième pièce jointe m'a retourné l'estomac. C'était un amendement à la fiducie daté de 3 mois après mes 18 ans, soi-disant signé par ma grand-mère. Il autorisait une distribution flexible à la discrétion du fiduciaire. La note de David en dessous disait « Analyse de signature effectuée ». C'est une contrefaçon. La signature réelle de votre grand-mère de la même période est jointe à titre de comparaison. Notez les différentes pressions et formations de boucles. J'ai zoomé sur les signatures. Même pour mon œil non averti, les différences étaient évidentes. Ton père a falsifié la signature de ta grand-mère, a dit doucement Jake en lisant par-dessus mon épaule. C'est une fraude, ai-je murmuré. Le dernier paragraphe de l'email de David exposait les choses en termes juridiques clairs, détournement de fonds. Manquement à l'obligation fiduciaire. Contrefaçon. Plusieurs crimes. Mon téléphone a vibré.
Un texto de David, la question n'est pas de savoir si vous avez un dossier, mais si vous voulez le poursuivre. C'est votre décision, Cora. Mais sachez que votre grand-mère et moi sommes prêts à aller de l'avant. J'ai regardé Jake. Il m'a serré la main. Ils n'ont pas seulement choisi Madison plutôt que toi, a-t-il dit. Ils ont commis des crimes pour le faire. Je suis allé en voiture chez mes parents le lendemain matin, les documents imprimés et pliés dans mon sac. Mon père a ouvert la porte dans ses vêtements du week-end, une tasse de café à la main. Son sourire s'est effacé quand il a vu mon expression. Cora, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis passé devant lui pour entrer dans la cuisine et j'ai posé les papiers sur le comptoir. Explique-moi ça. Il a pris la première page. Son visage est devenu pâle. Où as-tu eu ça? L'avocat de mamie. Tu as falsifié sa signature. Tu as volé ma part. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. 200 000 $ pour moi, 200 000 $ pour Madison. Tu as tout pris. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas quitté mon père des yeux. Il a commis une fraude contre sa propre fille. Ton père a fait ce qu'il fallait, a lancé ma mère. Madison n'y serait pas arrivée sans un soutien total. Alors vous auriez dû demander à mamie de changer la fiducie légalement, pas de voler. On te remboursera, a dit rapidement mon père. Ne rends pas ça public. Pense à la carrière de Madison. Quelque chose en moi est devenu glacial. J'ai pensé à ma carrière pendant 6 ans en uniforme. J'y ai pensé à chaque fois que je travaillais de nuit pour payer des prêts qui n'auraient jamais dû exister. Maintenant, c'est à vous de penser aux conséquences. J'ai ramassé les documents et me suis dirigé vers la porte. Cora, s'il te plaît, a appelé mon père après moi. Elle obtient son MBA le mois prochain. Ne gâche pas sa fête. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, je l'ai regardé. Je ne gâche rien. La vérité s'en chargera toute seule. Son visage s'est décomposé. C'est ta sœur. Et je suis ta fille. Tu n'as juste jamais agi comme telle. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre, sa tasse de café toujours figée à mi-chemin de sa bouche. Je dois faire une pause ici une seconde car ce moment a été énorme pour moi. Pendant des années, j'ai pensé que j'avais tort de me sentir blessé. Mais voir ces documents, savoir qu'il ne m'avait pas seulement négligé et il m'avait activement volé a tout changé. Si cette histoire résonne en vous, cliquez sur le bouton j'aime. Et je veux savoir, avez-vous déjà découvert un secret de famille qui a changé votre façon de voir les choses? Racontez votre histoire dans les commentaires. Parfois, le simple fait de savoir que nous ne sommes pas seuls fait toute la différence. Bon, revenons à ce qui s'est passé à la fête de remise de diplôme de MBA de Madison. 3 semaines avant la fête de remise de diplôme de Madison, mes parents ont recommencé à envoyer des SMS. Ma mère, s'il te plaît, viens à la fête de Madison. Mettons ça derrière nous. Nous sommes une famille. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai appelé ma grand-mère. Ils veulent que je sois à la fête, lui ai-je dit. Bien sûr qu'ils le veulent. Ils veulent contrôler le récit. Tu iras? J'y avais réfléchi. Oui. Mais pas pour pardonner. Pour être témoin. Il y a eu une pause, puis quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction dans sa voix. Bien. J'y serai aussi. Avec David. Mamie, qu'est-ce que tu prépares? Rien dont tu doives t'inquiéter. Sois juste présente. Laisse la vérité parler quand elle sera prête. Jake a été moins énigmatique quand je lui ai exposé mon plan. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une confrontation publique, c'est intense. Je ne confronte personne, ai-je dit. Je me présente, c'est tout. Quoi qu'il arrive, il arrivera. Tu te présentes à la fête de ta sœur après avoir découvert que tes parents ont commis une fraude. Quelque chose va se passer. Ils n'avaient pas tort, mais je n'avais aucune intention de faire une scène moi-même. J'avais appris quelque chose d'important dans l'armée, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous tenir au garde à vous et de laisser les actions des autres parler d'elles-mêmes. Je dois aller jusqu'au bout, ai-je dit. Jake a hoché la tête lentement. Alors je serai ton chauffeur pour le retour. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul.
La semaine précédant la fête, ma grand-mère a de nouveau appelé. David a terminé son enquête, a-t-elle dit. Il y a plus que ce que nous pensions au départ. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous en discuterons à la fête. Certaines conversations ont besoin du bon public. Sa voix avait une dureté que je ne lui avais jamais entendue. Pas de la colère, exactement, mais quelque chose de renforcé d'acier et d'inébranlable. Ma grand-mère avait toujours été douce. J'apprenais qu'elle pouvait être douce et absolument impitoyable en même temps. Le Riverside Country Club était exactement le genre d'endroit que mes parents choisiraient, élégant, cher, impressionnant. Je suis arrivé avec Jake pour trouver la salle de bal déjà remplie d'invités. Au moins 150 personnes, peut-être plus. La promotion de MBA de Madison en tenue de ville décontractée, des professeurs de Northwestern, de la famille élargie que je n'avais pas vue depuis des années, des amis de la famille, les collègues de mes parents. Des bannières pendaient du plafond, félicitations, Madison. Une table présentait des photos de son parcours universitaire, événements de sororité, études à l'étranger, remise de diplôme. Pas une seule photo de moi en uniforme militaire. Ma mère m'a repéré immédiatement et s'est précipitée vers moi, son sourire crispé. Tu es venu. Merci. S'il te plaît, souris et sois heureuse pour ta sœur aujourd'hui. Je suis là, ai-je dit. C'était tout ce que j'avais promis. Madison est apparue dans une robe bleu marine, l'air soigné et professionnel. Elle m'a vu, et son expression a vacillé, trahissant quelque chose de l'anxiété, peut-être, ou de l'irritation. Contente que tu aies pu venir, a-t-elle dit. Essaie de ne pas rendre les choses gênantes, d'accord? Avant que je puisse répondre, des parents se sont approchés, des oncles et tantes que je n'avais pas vus depuis avant mon déploiement, tous avec les mêmes questions, qu'est-ce que tu deviens? Comment c'était, l'armée? Quels sont tes projets? J'ai donné des réponses courtes et polies. Personne ne semblait en attendre plus. Mon père rôdait près du bar, me regardant avec des yeux nerveux. Toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil vers la porte comme s'il attendait quelqu'un. Puis, ma grand-mère est arrivée. Elle portait une robe bordeaux, un collier de perles, et une expression de calme absolu. À côté d'elle se tenait un homme bien habillé d'une 60aine d'années, portant une mallette en cuir. C'est David Brennan, ai-je dit doucement à Jake. Ma tante Hélène est apparue à mon coude. Ta grand-mère a l'air d'être en mission. C'est souvent le cas, ai-je dit. Ma grand-mère a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et m'a fait un petit signe de tête délibéré. Quoi qu'il soit sur le point de se passer, cela avait déjà été mis en mouvement. Mon père a tapoté un micro à l'avant de la salle. Puis-je avoir votre attention à tous? Les conversations se sont tues. Les invités se sont tournés vers lui, un verre à la main, des sourires polis prêts. Je voudrais prendre un moment pour parler de ce que ce jour signifie, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse et fière. Patricia et moi avons tout sacrifié pour ce moment. Mes mains se sont crispées sous la table. Nous avons fait des choix difficiles en tant que parents. Nous avons sagement établi nos priorités. Nous avons investi dans l'avenir de Madison avec tout ce que nous avions. La salle a murmuré son approbation. Plusieurs personnes ont regardé Madison, qui s'essuyait les yeux avec une serviette. Tous les parents ne feraient pas autant, a poursuivi mon père. Mais nous avons cru au potentiel de Madison dès le début. Nous avons vu quelque chose de spécial, et nous avons fait tout ce qu'il fallait pour le nourrir. Il a fait une pause pour l'effet, sa voix s'épaississant d'émotion. Et Madison, tu nous as donné raison. Tu as saisi chaque opportunité que nous t'avons donnée, et tu l'as maximisée. Ce MBA n'est que le début de ce que nous savons être une carrière incroyable. Des applaudissements ont parcouru la salle. Madison s'est levée, serrant mes parents dans ses bras. Ma mère pleurait. Plusieurs des professeurs de Madison hochaient la tête en signe d'approbation. Mon père a levé son verre. Certaines personnes nous ont dit que nous donnions trop de soutien à Madison. Je dis que nous lui avons donné exactement ce dont elle avait besoin pour réussir. Et maintenant, nous pouvons la voir s'envoler. Plus d'applaudissements. Quelques personnes aux tables voisines ont levé leur verre. Alors portons un toast à Madison, a dit mon père, sa voix résonnant de fierté. À ses réalisations, à son avenir, et aux parents qui ont cru en l'investissement dans l'excellence. Santé, a crié quelqu'un. Je suis resté parfaitement immobile,
regardant mon père présenter le vol comme de la sagesse et la fraude comme un sacrifice. C'est à ce moment-là que ma grand-mère s'est levée. La salle est redevenue silencieuse, mais cette fois, le silence semblait différent. Avant de porter un toast, a dit ma grand-mère, sa voix claire et calme, j'aimerais dire quelque chose. Le sourire de mon père s'est figé. Maman, ce n'est pas le moment. Oh, je pense que si, Richard. Tu viens de faire un charmant discours sur les sacrifices et les investissements. Elle a marché lentement vers l'avant de la salle, David Brennan la suivant avec sa mallette. Parlons de ce qui a réellement été sacrifié. La conversation s'est arrêtée. Les gens se sont tournés sur leurs chaises, confus mais attentifs. Les yeux de Madison se sont agrandis. Maman, s'il te plaît, assieds-toi, a sifflé ma mère depuis sa place. Ma grand-mère l'a ignoré. David, voudriez-vous distribuer ces documents? David a ouvert sa mallette et a commencé à distribuer des dossiers aux tables clés, les professeurs, la famille élargie, les amis de mes parents. Les gens les ont ouverts lentement, la curiosité se transformant en concentration à mesure qu'ils lisaient. Mamie, qu'est-ce que c'est? A demandé Madison, sa voix fluette. Ma grand-mère l'a regardé, et pendant un instant, son expression s'est adoucie. La vérité sur ton fond d'éducation, ma chérie. Elle s'est retournée vers la salle, captivant l'attention par sa seule présence et ce calme absolu dans sa voix. Ce fonds que Richard vient de mentionner? Mon défunt mari et moi l'avons créé il y a 28 ans. 400 000 $. 200 000 $ pour Cora, 200 000 $ pour Madison. Elle a brandi un document. Distribution égale. Non négociable. C'étaient les termes. La salle était maintenant absolument silencieuse. On pouvait entendre le bruissement des papiers alors que les gens tournaient les pages des dossiers. Ma grand-mère m'a désigné. Je n'avais pas bougé, n'avais pas changé d'expression. Cora a eu 0. Elle s'est engagée dans l'armée pour payer ses études, sans aucune aide du fonds qui lui revenait de droit. Le visage de Madison est devenu blanc. Papa a dit que c'était de l'argent de la famille et que tu avais accepté de. Je n'ai jamais accepté. La voix de ma grand-mère a tranché comme une lame. Ton père a falsifié ma signature. Des exclamations de surprise ont parcouru la foule. David Brennan s'est avancé, sa voix d'avocat entraînée à portée. Les documents que vous tenez entre les mains montrent 6 ans de retrait de la fiducie familiale Thomas. La totalité des 400 000 $ a été consacrée à l'éducation de Madison. C'est un détournement de fonds. Maman, s'il te plaît, nous pouvons en discuter en privé, a commencé mon père. Vous avez eu 10 ans pour en discuter en privé, a dit ma grand-mère. Vous avez choisi de persister à la place. Alors maintenant, je porte plainte. Les mots ont résonné dans l'air comme une détonation. Madison s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment. Non, ce n'est pas possible. Papa. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'en est sorti. Une des professeurs de Madison, une femme plus âgée aux cheveux gris, s'est approchée d'elle. Madison, est-ce vrai? Le financement de vos études provenait de fonds fiduciaires détournés? Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas, la voix de Madison s'est brisée. Le visage de la professeure était grave. C'est extrêmement sérieux. Le comité d'éthique de l'école devra être informé. Un autre professeur lisait les documents avec une alarme croissante. Ces relevés bancaires montrent des violations explicites de la fiducie. Ce n'est pas un différend familial. C'est une fraude. Ma mère s'est levée d'un bond. C'est ridicule. Vous réagissez tous de manière excessive. Mais les gens regardaient mes parents différemment maintenant. Des chuchotements se sont répandus dans la salle comme une traînée de poudre. Tu as entendu ça? Il a falsifié la signature de sa propre mère. 400 000 $. Cette pauvre fille a servi dans l'armée pendant que... Madison s'est tournée vers moi, son mascara commençant à couler. Cora, c'est toi qui as fait ça. Tu as gâché ma journée. J'ai croisé son regard, ma voix calme et posée. Je n'ai rien fait. La vérité l'a fait. Mais il y a plus, a dit ma grand-mère, et la salle est redevenue silencieuse. David a sorti un autre document. Au cours de notre enquête, nous avons trouvé des irrégularités supplémentaires. Mon père a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing.
David a continué, sa voix clinique. La première femme du défunt mari de la mère de Richard, Eleanor, a également établi une fiducie éducative. 50 000 $ pour chaque petite fille. Il a fait une pause, laissant cela s'imprégner. Cet argent est également allé entièrement à Madison. Compte différent, même schéma de détournement. Ma tante Hélène s'est levée. Richard, tu as volé dans 2 fiducies distinctes. Le visage de mon père s'est décomposé. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je voulais juste qu'elle ait tous les avantages. J'allais rembourser Cora un jour. Tu as eu 10 ans, a dit froidement ma grand-mère. Tu as acheté une nouvelle voiture à la place. Madison s'est effondrée sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. 250 000 $, a-t-elle murmuré. Toute mon éducation a été. David n'avait pas terminé. Il existe également des preuves que certains retraits de la fiducie ont été utilisés pour couvrir des dettes personnelles sans rapport avec l'éducation de Madison, des paiements par carte de crédit, des rénovations de maison. L'implication a frappé la salle comme une onde de choc. Mes parents n'avaient pas seulement volé pour Madison, ils avaient volé pour eux-mêmes. Madison a levé les yeux vers mon père, la trahison gravée sur son visage. Tu m'as dit que c'était mon argent, que je l'avais mérité avec mes notes et mon travail acharné. Tu as travaillé dur, a-t-il dit désespérément. Tu l'as fait. Le mériter avec de l'argent volé, sa voix s'est élevée. Tout ce que j'ai accompli? Tout le monde ici pense que je suis une fraude maintenant. Tu ne le es pas, ai-je dit doucement. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Tu as fait le travail. Tu as obtenu le diplôme. Tu ne savais simplement pas d'où venait le financement. Mais un des camarades de MBA de Madison se levait déjà en secouant la tête. Un autre a suivi. La superviseure du cabinet de conseil qui était assise à leur table s'est levée et a fait signe à Madison de la suivre. Madison, nous devons parler en privé. Maintenant. La journée parfaite de Madison se désintégrait en temps réel. Alors que Madison partait avec sa superviseure, ma grand-mère s'est assise sur une chaise à l'avant de la salle. Elle semblait soudainement fatiguée, plus âgée que ses 82 ans. Je veux que tout le monde comprenne quelque chose, a-t-elle dit. Je ne voulais pas faire ça publiquement. J'ai donné à Richard plusieurs chances de réparer les choses. Elle a regardé directement mon père. Il y a 3 ans, je lui ai demandé sans détour si Cora avait reçu sa part. Il m'a menti en face, a dit qu'elle avait choisi d'utiliser les avantages militaires à la place et que je ne devais pas m'inquiéter. Mon père sanglotait maintenant ouvertement, ses épaules secouées. L'année dernière, quand Madison a postulé à des programmes de MBA, j'ai demandé à nouveau. Il m'a assuré que les 2 filles avaient été traitées équitablement. Sa voix s'est durcie. C'est à ce moment-là que j'ai engagé David pour enquêter. David a sorti un dernier document. Madame Thomas m'a demandé de consulter tous les dossiers financiers liés aux fiducies. Ce que j'ai trouvé va au-delà du simple détournement de fonds. Il a brandi des relevés bancaires. Ceci montre qu'environ 30 000 $ des fiducies ont été utilisés à des fins non éducatives, à compte pour des vacances, paiement de voiture, dette de carte de crédit. La voix de ma tante Hélène a percé les murmures choqués. Richard, tu n'as pas seulement volé tes filles. Tu as volé l'héritage de ton propre père à ta mère. Les yeux de ma grand-mère se sont embués pour la première fois. Mon mari s'est tué au travail pour construire une entreprise afin que ses filles aient des opportunités. Il m'a fait promettre que les 2 petites filles recevraient un soutien égal. Elle a regardé mon père, et j'ai vu quelque chose qui n'était pas seulement de la colère. C'était du chagrin. Tu as déshonoré sa mémoire. Tu as violé ses dernières volontés. Et tu l'as fait en te tenant à ses funérailles en me disant que tu t'occuperais de tout. C'est à ce moment-là que mon père s'est complètement effondré, non pas de honte d'avoir été pris, mais du poids de ce qu'il avait réellement fait, l'ampleur de la trahison, les années de mensonges, les personnes qu'il avait blessées. Je suis désolé, a-t-il haleté entre 2 sanglots. Je suis tellement désolé. Je pensais que j'aidais. Je pensais que, mais plus personne ne voulait entendre ce qu'il pensait. Le directeur du country club est apparu au coude de ma mère. Madame Thomas, a dit le directeur du country club, doucement mais fermement, je vais vous demander de régler la note maintenant. Nous ne pouvons pas accorder de crédit dans ces circonstances. Le visage de ma mère est devenu rouge, puis blanc.
Elle a fouillé dans son sac à main, les mains tremblantes en sortant une carte de crédit. Dans la salle, les conséquences sociales se propageaient déjà. Mon oncle, le frère de mon père, s'est levé et s'est dirigé vers l'endroit où mon père était assis en pleurant. « Richard, tu te souviens il y a 2 ans, quand je t'ai prêté 15 000 $ pour cette urgence ? C'était un mensonge, ça aussi ?» Mon père n'a pas pu répondre. Des membres de la famille élargie ramassaient leurs sacs, trouvant des excuses discrètes pour partir. Personne ne voulait plus être associé à cela. Une des voisines de mes parents, une femme qui avait assisté à d'innombrables barbecues familiaux, s'est arrêtée à leur table. « Patricia, je pense qu'il est préférable que tu ne viennes plus au club de lecture. » Le message était clair, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette communauté. Madison est revenue de sa conversation avec la superviseure, le visage bouffi et taché de larmes. Elle est passée directement devant nos parents sans les regarder et est venue s'asseoir où j'étais avec Jake. « Mon offre a été retirée », a-t-elle dit, la voix creuse. Préoccupations éthiques concernant les sources de financement. Je ne savais pas quoi dire. Jake m'a serré la main sous la table. Ils ont dit que je pouvais postuler de nouveau dans 1 an si la situation est résolue, a poursuivi Madison. Mais tout le monde est au courant maintenant. Toute ma promotion, mes professeurs, les entreprises avec lesquelles j'ai passé des entretiens. Certaines des amies de Madison se sont approchées prudemment. Maddy, nous n'avions aucune idée. C'est terrible ce qu'ils ont fait à ta sœur. Madison a hoché la tête, engourdie, mais je pouvais voir la réalité s'installer. Sa réputation professionnelle avait été endommagée, non pas par quelque chose qu'elle avait fait, mais par les fondations sur lesquelles son succès avait été construit. Ma tante Hélène est venue s'asseoir à côté de moi. Je suis tellement désolé, Cora. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas réalisé l'ampleur. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. J'aurais dû insister davantage. J'aurais dû poser plus de questions. De l'autre côté de la pièce, ma grand-mère était assise avec David, tous deux l'air sombrement satisfaits, mais pas heureux. Ce n'était pas une victoire. C'était une dévastation nécessaire. 1 heure plus tard, après le départ de la plupart des invités, un petit groupe s'est réuni dans une salle annexe, ma grand-mère, David, Jake et moi. Le personnel du country club avait demandé à mes parents de partir. David a étalé des papiers sur la table avec une efficacité professionnelle. Voici où en sont les choses sur le plan juridique, a-t-il dit. Côté pénal, détournement de fonds, contrefaçon et fraude. J'ai déposé un rapport auprès du procureur du district. Ils décideront de poursuivre ou non. J'ai senti mon estomac se nouer. Côté civil, Cora, vous pouvez intenter une action en justice pour obtenir une restitution complète plus des dommages et intérêts. Compte tenu des preuves documentées, vous gagneriez. Que arrivera-t-il à mes parents, ai-je demandé. Pour des primo-délinquants, probablement une mise à l'épreuve et une ordonnance de restitution. Si le procureur insiste ou s'il ne coopère pas, une peine de prison possible, de 6 mois à 2 ans. Ma grand-mère s'est penchée en avant. Et le diplôme de Madison ? L'université peut enquêter sur les sources de financement, mais le diplôme lui-même reste valide. Elle a accompli le travail académique. Cependant, sa réputation est endommagée. C'est une conséquence, pas une sanction légale. J'ai qu'à poser la question que je me posais. Et l'argent utilisé pour les dépenses personnelles, les 30 000 $? Cela complique les choses, rend les accusations plus graves, montre une intention au-delà de la simple aide à un enfant. J'ai regardé les documents. C'était réel. Cela se produisait. Cora, a dit doucement David, je dois être clair. Il s'agit de vous réparer, pas de vous venger. Vous avez droit à 250 000 $ plus les intérêts. C'est ce que dit la loi. Je ne veux pas que Madison soit punie, ai-je dit. Elle ne savait pas. Je veux ce qui m'a été volé, et je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ma grand-mère a hoché la tête. C'est exactement la bonne approche. David a sorti une proposition de règlement. Ils auront besoin d'un plan de paiement. La question est de savoir à quel point vous voulez être agressive. J'ai regardé les chiffres, pensant à 6 années de lutte qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Mes parents attendaient sur le parking lorsque nous sommes sortis du country club. Les yeux de mon père étaient rouges et gonflés. Ma mère avait l'air furieuse.
Elle a commencé immédiatement. Tu as détruit cette famille. Tu es heureuse maintenant? Je n'ai rien détruit, ai-je dit calmement. Vous l'avez fait, il y a 10 ans. Mon père s'est avancé. Que veux-tu de nous? Je veux mes 250 000 $ avec les intérêts. Et je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. Nous n'avons pas ce genre d'argent, a dit ma mère. Alors il vous faudra un plan de paiement. David s'en chargera. La voix de mon père s'est brisée. Nous sommes toujours tes parents. Je l'ai regardé pendant un long moment. Toutes les années à me sentir invisible. Tous les rejets désinvoltes. Toutes les fois où on m'avait dit que j'étais trop forte pour avoir besoin d'aide. Et je suis toujours ta fille, ai-je dit doucement. Celle que tu as volée. Celle que tu as rejetée. Celle que tu as oubliée à chaque fois que c'était pratique. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Je vous aimais. Je vous faisais confiance. Et vous avez choisi de me faire du mal pour aider Madison. Ce n'est pas de la parentalité. C'est de la trahison. Cora, s'il te plaît. J'ai besoin d'espace. Ne me contactez pas. Quand vous serez prêt à faire de véritables excuses, pas seulement un désolé d'avoir été pris, nous pourrons parler. Mais pas avant. Le visage de ma mère s'est tordu. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Vous n'avez rien fait pour moi, ai-je dit. C'est tout le problème. Jake m'a ouvert la portière de la voiture. Je suis monté sans me retourner. Mon père a crié après nous, on t'aime. Je n'ai pas répondu. L'amour n'était pas que des mots. C'était des actions. Et leurs actions avaient parlé clairement pendant une décennie. En nous éloignant, j'ai vu ma grand-mère marcher vers eux. Quoi qu'elle ait à leur dire, ils devraient l'entendre sans moi. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Ce moment précis, m'éloigner d'eux, a été la chose la plus difficile et la plus nécessaire que j'ai jamais faite. Si vous avez déjà dû fixer des limites avec votre famille, vous savez à quel point cela fait mal. Mais vous savez aussi que c'est parfois le seul moyen de vous protéger. Laissez un cœur rouge dans les commentaires si vous comprenez cette douloureuse nécessité. Et si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, veuillez vous abonner. Il y a plus que je dois partager sur ce qui s'est passé ensuite. 2 semaines après la fête, ma tante Hélène m'a transféré un fil de mail dont elle avait été mise en copie. L'offre du cabinet de conseil de Madison avait été officiellement retirée. L'email était poli mais clair, bien que mademoiselle Thomas ne soit pas personnellement responsable du détournement de fonds, les circonstances créent un risque pour notre réputation que nous ne pouvons accepter en ce moment. Je suis restée assise, à regarder l'écran, sentant quelque chose de complexe se tordre dans ma poitrine. Jake m'a trouvé sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, l'expression distante. Qu'est-ce qui ne va pas? Le cabinet de Madison a retiré son offre, ai-je dit. Elle postule ailleurs, mais tout le monde dit non. Il s'est assis à côté de moi. Comment te sens-tu par rapport à ça? J'y ai réfléchi. Triste. C'est toujours ma sœur. Elle a travaillé dur pour ce MBA. Tu as le droit de ressentir plusieurs choses à la fois, a dit doucement Jake. Je sais. C'est juste que. Je ne veux pas qu'elle souffre. Je voulais la responsabilité, pas la destruction. Ce n'est pas toujours séparable. Les actions ont des conséquences. Elle a bénéficié de la fraude, même sans le savoir. Je sais. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'arrête pas de penser à quelque chose que ma grand-mère a dit, sur le fait que laisser la vérité parler n'est pas la même chose que chercher la vengeance. Ce n'est pas le cas, a confirmé Jake. Tu n'as pas appelé ces cabinets. Tu ne leur as pas dit de la rejeter. Ce sont eux qui prennent leurs propres décisions éthiques. Il avait raison, mais ça faisait quand même mal à voir. Madison n'avait pas cherché à me contacter depuis la fête. Mes parents non plus, respectant la limite que j'avais fixée. Ou peut-être qu'ils ne savaient tout simplement pas quoi dire. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma grand-mère, David rencontre leur avocat demain. Ils sont prêts à négocier un règlement. Je pensais que tu devais le savoir. Donc, ça avançait. La machine judiciaire tournait. J'avais commencé par poser des questions. Maintenant, je devais aller jusqu'au bout, même quand les fins n'étaient pas nettes ou satisfaisantes, même quand elles blessaient tout le monde, y compris moi.
3 mois plus tard, je me tenais dans une salle de conférence du palais de justice pendant que David examinait les documents du règlement. Mon père avait plaidé coupable à des accusations réduites, détournement de fonds et manquement à l'obligation fiduciaire. En échange de sa coopération et de son accord pour une restitution complète, le procureur avait abandonné les accusations de contrefaçon et recommandé une mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison. Les termes étaient clairs sur le papier. 250 000 $ plus les intérêts accumulés, soit environ 280 000 $ au total. Plan de paiement, 10 ans à 2800 $ par mois. 2 ans de mise à l'épreuve. Conseils financiers familiaux obligatoires. Révocation permanente en tant que fiduciaire de toute future fiducie familiale. David a pointé la dernière clause. Cela signifie qu'il ne pourra plus jamais occuper une position de confiance financière dans la famille. J'ai signé mon nom en bas. Mon père a dû refinancer leur maison pour faire le premier versement, et liquider une partie de son compte de retraite. Ma mère, qui travaillait à temps partiel comme agent immobilier, a dû trouver un travail à plein temps. Le premier paiement est arrivé sur mon compte 3 semaines plus tard, 2800 $. Je l'ai immédiatement transféré sur un compte d'investissement. Je ne l'ai pas touché pour mes dépenses courantes. Je ne l'ai pas utilisé pour fêter ça. Cet argent représentait du temps volé, des opportunités volées, une tranquillité d'esprit volée. Jake m'a regardé mettre en place les dépôts mensuels automatiques. Qu'est-ce que tu vas en faire? Reconstruire l'avenir qu'ils ont volé, ai-je dit. Rembourser mes prêts étudiants, acheter un appartement un jour, peut-être créer un programme de mentorat pour les vétérans. Tu ne vas pas te faire plaisir du tout? J'y ai pensé. Peut-être une fois que je le sentirai comme étant le mien, au lieu d'une simple propriété restituée. David a appelé cet après-midi-là. Le juge a accepté le plaidoyer. Votre père commencera sa mise à l'épreuve le mois prochain. Il aura un casier judiciaire pour le reste de sa vie. Comment avait-il l'air, ai-je demandé. Brisé, a dit honnêtement David. Mais peut-être que c'est nécessaire avant qu'il ne puisse se reconstruire en quelque chose de meilleur. Je l'espérais. Je ne voulais pas que mon père soit détruit. Je voulais juste qu'il comprenne. L'argent ne pouvait pas réparer ce qui s'était passé, mais au moins maintenant, la balance était plus équilibrée. 6 mois après la fête, Madison m'a envoyé un texto. On peut parler? Je comprendrai si tu dis non. J'ai montré le message à Jake. Qu'en penses-tu? Que veux-tu faire? Je ne suis pas encore sûr. J'ai attendu 2 jours avant de répondre. Café. Endroit public. Samedi à 14 h. Elle est arrivée au café en avance, déjà assise à une table dans un coin quand je suis entré. Elle avait l'air différente, les cheveux simplement attachés, un maquillage minimal, portant un jean au lieu des vêtements de marque qu'elle avait l'habitude de porter. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit en m'asseyant. Je t'écoute. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses. Je dois dire que je suis désolé. J'ai attendu. J'ai trouvé un travail, a-t-elle poursuivi. Un plus petit cabinet de conseil. Pas le plus prestigieux, mais c'est un travail honnête. Elle a fait tourner sa tasse de café. J'ai suivi une thérapie. Je commence à comprendre à quel point je prenais les choses pour acquises. Continue. Je savais que maman et papa me favorisaient. Je savais qu'ils te traitaient différemment. Et je me suis dit que c'était parce que j'avais besoin de plus d'aide, parce que tu étais naturellement plus forte. Elle a croisé mon regard. J'avais tort. C'était moi qui justifiais de prendre ce qui ne m'appartenait pas entièrement. Tu ne savais pas pour la fraude, ai-je dit. Non, mais je n'ai pas posé de questions non plus. Je ne voulais pas savoir si quelque chose n'allait pas, car alors j'aurais dû y faire face. Cela semblait honnête. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, a poursuivi Madison. Mais je veux que tu saches que je te rembourse, moi aussi. Elle a glissé un morceau de papier sur la table, un plan de paiement, 500 $ par mois de son salaire. Le tribunal n'a pas ordonné cela, a-t-elle dit. Mais c'est juste. La moitié de cet argent aurait dû être à toi, alors je te donne la moitié de ce que j'ai eu. J'ai regardé le papier, puis ma sœur. Elle avait l'air plus âgée, usée par les conséquences, mais peut-être plus réelle que je ne l'avais jamais vue. Je ne te demande pas de me pardonner,
a-t-elle dit doucement. Je demande une chance d'être meilleure. Finalement, j'ai plié le papier avec soin. J'apprécie. Mais les choses ne reviendront pas comme avant. Je sais. Le premier Thanksgiving après que tout se soit passé, je l'ai passé chez la famille de Jake. Sa mère m'a accueilli comme si j'avais toujours fait partie de la famille, et son père m'a fait une place à leur table bondée sans poser de questions. C'était chaleureux et bruyant, et personne n'avait des décennies de ressentiment qui couvaient sous la surface. Mon téléphone a vibré pendant le dessert. Un texto de ma mère. Maman, tu ne viens vraiment pas? C'est Thanksgiving. J'ai répondu, j'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je le pensais. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Combien de temps ça va durer? J'ai posé mon téléphone, frustré. La mère de Jake a remarqué mon expression. Problème de famille, a-t-elle demandé doucement. Ils veulent que les choses redeviennent normales, mais ils n'ont pas vraiment changé. Elle m'a tapoté la main. La normalité pourrait signifier te faire du mal. Tu as le droit de vouloir quelque chose de différent. Ce soir-là, mon père a envoyé un email séparé. Contrairement au texto de ma mère, celui-ci était différent. Cora, je sais que je n'ai aucun droit de demander ton temps ou ton attention. Je t'écris parce que mon thérapeute dit que je dois être précis sur ce pourquoi je m'excuse, pas seulement dire désolé et attendre le pardon. Je t'ai volé. J'ai falsifié des documents. Je t'ai menti en face, ainsi qu'à ma propre mère. J'ai privilégié une fille par rapport à l'autre et je me suis dit que c'était justifié. Je t'ai laissé croire que tu ne valais pas la peine d'être soutenu. Chacune de ces choses était mal. Je t'ai causé un préjudice réel, financier, émotionnel et relationnel. Je ne peux pas l'annuler. Je ne peux que travailler pour devenir quelqu'un de différent, quelqu'un en qui tu pourrais éventuellement avoir de nouveau confiance. Même si tu ne veux jamais d'une relation proche, je comprends si tu as besoin d'années de distance. Tu mérites cette limite. Je voulais juste que tu le saches, je vois ce que j'ai fait maintenant. Tout. Je l'ai lu 3 fois. Merci pour ça, ai-je répondu. C'est un début. Mais reconstruire la confiance prend du temps. Je suis retourné chez la famille de Jake, à la chaleur et au rire. Peut-être qu'un jour je pourrai avoir les deux, mais pas encore. Avec les paiements de restitution qui arrivaient régulièrement, j'ai pris des décisions sur mon avenir pour la première fois sans que le désespoir financier ne les motive. D'abord, j'ai remboursé tous mes prêts étudiants, 23 000 $ partis en un seul paiement. Le soulagement était physique, comme un poids qui se soulevait de mes épaules. Ensuite, j'ai versé un acompte sur un petit condo. Rien d'extraordinaire, mais le mien. Un endroit où personne ne pourrait rien me prendre car j'avais gagné chaque mètre carré. Troisièmement, et celui-ci m'a même surprise, j'ai commencé à planifier quelque chose de plus grand. Je veux créer un programme de mentorat, ai-je dit à Jake un soir, pour les vétérans en transition vers des carrières civiles, les aider à naviguer dans les choses que j'ai dû comprendre seul. C'est une grande entreprise. Je sais. Mais je n'arrête pas de penser à la façon dont l'argent était censé servir à l'éducation, aux opportunités. J'ai sorti les documents pour l'association à but non lucratif que j'avais recherché. Et si je m'assurais qu'ils servent réellement cet objectif pour les gens qui en ont besoin? 3 mois plus tard, j'ai déposé les papiers pour l'initiative éducative Thomas, nommée d'après mon grand-père. La première réunion comptait 12 vétérans. Nous avons parlé de la rédaction de CV, du réseautage, de la gestion du décalage entre la culture militaire et civile. Une femme s'est mise à pleurer lorsque nous avons discuté du sentiment d'invisibilité après le service. C'est exactement ce que j'ai ressenti, a-t-elle dit. Comme si j'avais fait quelque chose d'important et que personne ne s'en souciait. Je sais, ai-je dit. J'ai vécu ça. Jake observait depuis le fond de la salle. Après, il m'a serré dans ses bras. Tu as transformé un vol en un héritage, a-t-il dit. Cet argent a toujours été destiné à l'éducation, ai-je répondu. Maintenant, il aide plus que moi. Ma grand-mère est venue à la 2e réunion, assise tranquillement dans un coin. Quand elle s'est terminée, elle m'a serré la main. Ton grand-père serait si fier. J'ai appris de vous deux, ai-je dit. Comment défendre ce qui est juste? Tu l'as appris par toi-même, a-t-elle corrigé doucement. Nous te l'avons juste rappelé.
18 mois après que ma grand-mère se soit levée à cette fête de MBA, je peux enfin voir la situation dans son ensemble. J'ai perdu des années à être forte alors que ce dont j'avais réellement besoin, c'était d'être honnête sur le fait d'être blessée. Je pensais que maintenir la paix signifiait garder le silence. Ce n'est pas le cas. Cela signifie simplement laisser l'injustice continuer tout en l'appelant amour. La leçon la plus difficile a été celle-ci, les gens qui vous aiment peuvent encore vous blesser profondément. Peut-être surtout les gens qui vous aiment, parce que vous leur faites confiance pour ne pas le faire. Et c'est là que les limites comptent le plus, non pas pour punir, mais pour vous protéger pendant que la guérison a lieu. Je n'ai pas gâché la fête de Madison. La vérité l'a fait. J'ai juste arrêté de la cacher. Ma relation avec mon père s'améliore lentement. Nous dînons une fois par mois, avec des limites claires en place. Il fait le travail, un vrai travail, pas seulement s'excuser pour me mettre à l'aise. Nous parlons de petites choses, reconstruisons la confiance par petites touches. Ma mère est différente. Elle est toujours en colère que j'ai rendu cela public. Elle n'a pas entièrement accepté sa responsabilité. Donc, notre relation reste tendue, et ça me va. Je ne peux pas la forcer à changer. Madison et moi nous parlons toutes les quelques semaines maintenant. Elle est fiancée à quelqu'un de son cabinet, construisant une vie qui est vraiment la sienne. Nous ne sommes pas proches comme certaines sœurs, mais nous sommes honnêtes. Parfois, c'est mieux. Ma grand-mère est mon roc. Elle m'a appris que la dignité ne signifie pas accepter les mauvais traitements. Cela signifie refuser de les accepter, avec grâce. Je ne regrette pas d'avoir porté plainte. Je regrette que cela ait été nécessaire. Mais si le choix est entre la paix familiale et le respect de soi, je choisis le respect à chaque fois, car j'ai appris quelque chose de crucial, on ne peut pas avoir de vraie paix sans respect de toute façon. On a juste des gens qui prétendent que tout va bien pendant que les blessures s'infectent en dessous. L'initiative éducative Thomas se développe. Nous aidons 50 vétérans cette année. L'argent qui a été volé crée maintenant des opportunités pour des gens qui, comme moi, ont servi leur pays et avaient besoin de soutien en rentrant chez eux. Certaines personnes vous traiteront d'amers pour ne pas avoir accepté les miettes de la table. Laissez-les faire. Vous savez le repas complet que vous méritiez. Merci de m'avoir suivi à travers cette histoire. Il a fallu du courage pour la partager, mais si elle aide ne serait-ce qu'une personne à comprendre qu'elle n'a pas à accepter les mauvais traitements, même de la part de sa famille, alors cela en valait la peine. Veuillez aimer, vous abonner et activer la cloche de notification. Consultez la description pour des ressources sur les limites familiales et l'abus financier des personnes âgées. Quel est votre avis? Ai-je eu tort de porter plainte? Trop sévère? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez votre propre histoire de lutte contre l'injustice familiale, j'adorerais l'entendre. Rappelez-vous, vous avez le droit de vous protéger, même des gens que vous aimez.